Merci de m'encourager parce que c'est toujours une tâche difficile de représenter et le mouvement des entreprises de France et Pierre Gattaz lui-même, dont chacun sait à la fois la capacité qu'il a à représenter les entreprises de notre pays dans toute leur diversité, des plus grandes aux plus petites, dont chacun sait l'attachement qu'il a pour le continent africain et pour le développement économique. Il y a conduit beaucoup de missions du MEDEF au cours de son mandat. Et enfin, chacun sait l'engagement qui est le sien et la conviction qui est la sienne sur la place du numérique dans le développement, dans la croissance et dans l'évolution économique. Donc c'est évidemment une mission délicate qui m'a été confiée. Je vais essayer de m'y attacher, eu égard à l'amitié que vous nous faites de vous être rendu disponible pour cet échange, pour ces 6e assises de la transformation numérique en Afrique, lesquelles assises, tu le disais à l'instant, se situent sans doute en termes de calendrier, de manière extrêmement judicieuse, avant une série de grands rendez-vous. On ne va pas tous les citer, mais il y en a 2 à l'évidence, ce grand sommet, Union africaine, Union européenne, qu'il nous faut réussir, dans laquelle la voix de chacun d'entre nous, qu'on représente des institutions, qu'on représente le secteur privé, doit être entendue, doit être portée. Ce sommet Union africaine, Union européenne, dont il faut rappeler qu'il est le dernier sommet avant la fin des accords de Lomé, c'est-à-dire ceux qui fondaient les axes de la coopération financière entre l'Europe et l'Afrique. Et donc on voit bien comment des rendez-vous comme ceux-ci, comment, comme tu nous y invitais, les messages qui sortiront de nos assises pourront évidemment trouver une place importante, un écho important, sous réserve qu'on sache les formuler, et vous le permettrez en tant que représentant du secteur privé, avec une certaine clarté, avec une certaine franchise, avec une transparence qui doit sied désormais aux relations entre les 2 continents. Donc je voulais partager avec vous quelques convictions ce matin, au nom encore une fois du mouvement des entreprises de France, et en tant évidemment que par ailleurs président d'un grand opérateur numérique sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Je voulais partager avec vous 5 convictions pour essayer d'en synthétiser les éléments et de permettre de favoriser cette expression à travers le message qui sera porté. Le premier message, c'est qu'il faut renouveler, je le crois assez profondément, le cadre des relations développement économique entre la France et l'Afrique. Le MEDEF le dit, un rapport Montaigne le rappelle récemment, les entreprises françaises ont perdu, en 15 ans, la moitié de leur part de marché sur le continent africain. Est-ce qu'on passe ça sous silence, ou est-ce qu'on convient que derrière ce chiffre très fort, il y a une responsabilité collective qui est celle des entreprises, qui est celle de ceux qui soutiennent le développement économique, la présence française. Nous n'avons pas su prendre la place qui aurait dû être la nôtre dans la croissance formidable du continent africain. Ayons la lucidité de le reconnaître, que des structures comme ça nous permettent d'y réfléchir sur les causes, le pourquoi et le comment de ces difficultés qui a pu être la nôtre, qui, encore une fois, dans un continent en pleine croissance, n'a pas forcément permis à nos entreprises de trouver la place qui est la leur. Je crois qu'il faut se le dire, il faut s'interroger. De même qu'il faut s'interroger sur le cadre institutionnel de nos relations. Je le fais ici, dans cette grande institution qu'est Bercy, dont je sais aussi la capacité à promouvoir des innovations et des réflexions importantes, mais je crois que les relations institutionnelles doivent être profondément revisitées. Pour reprendre des accords de Lomé, le MEDEF a la conviction, dans le groupe de travail que j'ai l'honneur d'animer, a la conviction que le cadre des accords ACP n'est plus adapté. Il faut très clairement poser le cadre d'accord entre l'Afrique dans toutes ses composantes, y compris évidemment l'Afrique du Nord, et l'Afrique subsaharienne et le continent européen. Nous pensons que la voix de la France, avec la force qu'elle a de par l'histoire, qu'il n'est pas besoin de rappeler, mais aussi de par la force de nos liens, doit s'exprimer de plus en plus dans un rôle de leader, dans une relation de continent à continent, d'Europe à Afrique, et de moins en moins dans une relation de pays à continent. C'est quelques éléments comme ça que je voulais égrener en début de nos échanges, mais ayons la force de se dire que, face au constat que je rappelais tout à l'heure, il est extrêmement important que nous ayons, nous, acteurs français, qu'on soit secteur privé, qu'on soit institution publique, qu'on soit européen, la lucidité de s'interroger sur le cadre de ces relations et le profond renouveau qu'elles appellent. Le deuxième message, la deuxième condition pour réussir ce défi du numérique, c'est évidemment de rappeler quelques éléments clés de l'organisation de ce secteur du numérique. Trop souvent, dans les débats internationaux, quand on parle du numérique, on parle à juste titre de la place de l'écosystème numérique et en particulier du soutien qu'il faut apporter aux start-up. C'est clé, c'est fondamental, j'y reviendrai, mais je le dis aussi, il est tout aussi important de s'interroger sur les conditions de la diffusion rapide du numérique au secteur économique traditionnel. Trop souvent, les débats internationaux, et encore une fois, quand je fais ça, je ne mise absolument pas leur rôle, se focalisent sur les start-up, les conditions de leur émergence, les conditions de leur soutien, les conditions de leur accompagnement par des grands acteurs, par des grands opérateurs, par les États, tout au long de leur vie, de leur cycle de vie. C'est fondamental, redisons-le, mais il est tout aussi important de rappeler que la diffusion des technologies du numérique dans les secteurs traditionnels est sans doute une des clés de la réussite de la croissance inclusive au cœur de tous les débats, et notamment en Afrique. Donc c'est un
un message que je voulais porter. Attention, définissons bien le cadre de ces relations économiques. Définissons bien, évidemment, ce qu'est l'ambition qui est la nôtre et comment la diffusion des usages et des outils du numérique est un élément tout aussi important que le soutien déterminé que l'on doit apporter à l'écosystème du numérique. Le troisième message, c'est que grâce au ciel, l'activité économique ne nous attend pas, que le secteur du numérique est en plein progrès, en pleine diffusion en Afrique. Je vais vous souligner ici le rôle, en particulier, qu'un certain nombre de dirigeants d'Afrique ont de cette vision. Me succédera le directeur général de Smart Africa, mais voilà typiquement le type de renouveau d'une approche institutionnelle, puisque des chefs d'État, dans une enceinte, réunissant les représentants des États et les représentants des entreprises, sans intermédiaires, sans associations multiples, pour exprimer ou intermédier la voix des entreprises, se réunissent pour parler des grands défis de la transformation numérique. Je trouve que des initiatives comme celle-ci sont extrêmement importantes, et moi je crois profondément que le renouveau, encore une fois, de notre façon d'aborder la problématique du numérique, que la capacité à organiser des échanges le plus directs possible entre le secteur privé et les secteurs publics et les États et les bailleurs de fonds est une des clés de la réussite du numérique. Le troisième message, et beaucoup seraient déçus si je n'en disais pas quelques mots, c'est celui du cadre qui permet à nos entreprises, qu'elles soient africaines, qu'elles soient européennes, d'autres continents, de se développer dans des conditions pertinentes et d'accompagner la transformation numérique. Aujourd'hui, en Afrique, je le dis très directement, c'est mon style, vous me pardonnerez, coexistent très clairement deux modèles. Certains États ont veillé à créer un cadre institutionnel, réglementaire, fiscal, qui vise à favoriser les conditions d'investissement, de développement du numérique. Ça suppose une certaine stabilité de ce cadre, ça suppose des règles du jeu transparentes, ça suppose des outils de régulation ou des outils fiscaux qui soient au service du développement économique, qui sanctionnent quand on doit sanctionner, bien sûr, mais qui ne fassent pas de l'ensanction et de la pénalité en tant que telle, l'alpha et l'oméga de leur politique et de leur responsabilité. Nous savons qu'en Afrique coexistent très clairement deux modèles aujourd'hui, et qu'il est très important que des débats comme ceux que nous aurons, que des sommets ceux dont on parle, permettent de rappeler l'importance pour des opérateurs économiques, pour des opérateurs privés, encore plus sans doute pour nos collègues entrepreneurs africains, de plus en plus nombreux, de plus en plus structurés, d'avoir un cadre régulatoire, fiscal, transparent, clair et stable. C'est sans doute un des grands combats, c'est celui auquel personnellement je consacre une grande part de mon temps, et c'est celui qui permet dans des pays comparables d'avoir dans un cas 115% de taux de pénétration du mobile, et dans le pays d'à côté, aux caractéristiques très voisines, 35-40% de taux de pénétration. C'est ce qui voit, et c'est un souci d'interpellation pour nous, acteurs du numérique, en Afrique, qui voient des grands acteurs de la chaîne du numérique, des grands opérateurs, décider évidemment de réfléchir à leur présence sur ce continent. Ce n'est pas le choix de l'entreprise à laquelle j'appartiens, mais ayons la lucidité de s'interroger sur les conditions qui font que des grands acteurs, des grands opérateurs ont fait le choix de se retirer d'un certain nombre de pays. Donc, la clarté du cadre, l'amélioration de son fonctionnement, la mise en évidence des bonnes pratiques, à laquelle je sais que Smart Africa apporte beaucoup d'attention, est un des éléments clés de la réussite de la transformation numérique. Je le dis parce que le numérique, c'est l'investissement d'aujourd'hui, souvent lourd, souvent important, en particulier pour les opérateurs, pour favoriser l'émergence de nouveaux services, des applicatifs. Et si on ne crée pas les conditions de ce cadre-là, je dis très clairement, le risque est quand même assez considérable. Le deuxième risque, quand on m'interroge souvent sur qu'est-ce qui, selon vous, peut freiner le développement et le succès du numérique, c'est le problème du capital humain. Le président Ouattara a eu une expression très forte, comme souvent. Il a dit, il y a à peu près 2 ans, vous savez, l'Afrique a raté les révolutions industrielles précédentes, je ne me permets pas de le dire en ces termes, mais lui le dit en ces termes. Il ne doit pas rater la révolution du numérique. Et pour la réussir, il y a une conviction qui est de plus en plus largement partagée, il faut simplement passer à l'action, c'est la question du capital humain. Si on ne développe pas en terre africaine les compétences numériques, bien sûr les codeurs, mais jusqu'en haut de la chaîne, c'est-à-dire les data scientists, ceux qui travaillent, les bases de données, le futur or noir du numérique, si on ne met pas très vite, et si on ne développe pas très vite, les centaines de milliers de compétences nouvelles dont on a besoin, à la fois pour réussir la transformation du secteur traditionnel, mais aussi pour faire émerger le secteur nouveau du numérique, les acteurs nouveaux du numérique, je le dis très clairement, nous reproduirons, et nous serons tous coupables, les schémas qui ont fait tant de mal à l'Afrique, où les compétences étant sur les autres continents, les nouvelles applications se conçoivent, se construisent ailleurs et arrivent clé en main sur le territoire africain, avec évidemment une valeur ajoutée
capté dans les autres continents et qui n'est pas disponible sur le pays, notamment sur la problématique de l'emploi. Donc je trouve que dans ce qui doit ressortir en message très fort, sans doute en haut de la pile du prochain sommet, de nos messages, c'est comment doter l'Afrique très vite des compétences numériques dont elle a besoin. Comment, au-delà des initiatives que les uns ou les autres on peut prendre, toutes les grandes entreprises, on a pris des initiatives, nous avons ouvert des écoles de code en ce qui nous concerne. Tiens, je partage avec vous. Dakar, on a lancé une promotion pour une école de code. On a ouvert 50 places pour la première année. C'est une promotion, c'est une initiative purement privée que nous avons prise au ranch sur Dakar. Nous avons eu plus de 5000 candidatures. Donc c'est dire à la fois si la jeunesse de ce continent a compris le réservoir d'emplois que peut représenter le numérique, c'est dire sa disponibilité pour s'investir, c'est dire notre responsabilité d'ouvrir très largement les structures de formation. C'est le troisième, la conviction très forte que je voulais partager avec vous, le capital humain. Les fonds que l'Europe s'apprête à mobiliser en faveur du numérique, pour la première fois, on identifie à l'intérieur des enveloppes, des futurs fonds européens des enveloppes numériques, doit en priorité absolue être réfléchi sur les formations aux compétences numériques. Parce que sinon, les grands acteurs, comme l'entreprise que je représente, là où ils ont décidé de mettre leur centre de supervision des plateformes, c'est-à-dire un très haut niveau technique de suivi des plateformes pour plusieurs pays, en Afrique, là où d'autres ont fait le choix, vous pouvez les localiser sans difficulté en Asie, en Europe, voire même en Europe du Nord, là où on fait le choix d'ouvrir des data centers en Afrique, s'il n'y a pas les compétences disponibles très vite, les choix risquent évidemment d'être différents. Donc, cet enjeu du capital humain, permettez-moi de le dire en amont, est sans doute l'un des enjeux clés sur lesquels il nous faut porter haut et fort les enjeux de la transformation numérique. Je voudrais, pour terminer, dire un mot de ce secteur traditionnel qu'il nous faut accompagner, dont il faut bien convenir qu'il ne faut pas cloisonner le numérique dans une vision verticale, identifiée, dans un sous-ensemble, qui vivra en tant que tel, qui se développe en tant que tel. Notre obsession doit être de tirer les passerelles. Vous savez, il y a une expérience que j'aime bien raconter, et pardon à tous ceux que j'ai déjà croisés, qui l'ont déjà entendue plusieurs fois, mais je ne peux pas ne pas la répéter devant vous. C'est celle de ces 500 000 agriculteurs maliens, ivoiriens, qui dans leur langue reçoivent des messages sur la situation de la météo pour les inviter à planter ou pas, qui donnent des informations sur le prix des matières qu'ils produisent sur les différentes places de marché, de manière à aller là où il n'y a pas trop du produit qu'ils veulent vendre pour avoir un prix soutenu, qui donnent aux éleveurs des informations sur la densité de cheptel pour éviter d'aller là où il y a déjà trop de troupeaux. Ces informations basiques dans leur langue, disponibles sur mobile à des gens qui n'ont pas toujours accès à la lecture et à l'écriture, grâce au mobile, cet accès-là permet en moyenne d'augmenter de 10 à 11% le revenu des agriculteurs dont on parle. Ces applications existent. Elles existent en Afrique de l'Est, elles existent en Afrique de l'Ouest. Qu'attend-on pour les généraliser? Je pense aussi, c'est le deuxième exemple que je vais donner, à l'électrification au secteur rural. Et sans doute un des messages clés. Le numérique suppose la numérisation du secteur traditionnel, dont vous avez compris qu'il est au centre de mon propos. Je fais confiance à tous pour parler des start-up, des nouveaux acteurs du numérique. La numérisation du secteur traditionnel, l'énergie en fournit un bel exemple. Nous avons aujourd'hui des technologies qui permettent, vous le savez, d'avoir des kits en zone rurale, qui permettent, pour des montants de 150 à 200 $, d'apporter l'électricité à des populations qui n'ont aucune chance de voir un réseau traditionnel de transport d'énergie arriver chez eux. Ces kits existent, ils sont fiables. Des milliers de particuliers en sont dotés. Quand vous allez voir les bailleurs de fonds, tous, quels qu'ils soient, et que vous leur parlez d'énergie, que vous leur parlez de la nécessité de mobiliser ces fonds pour aider au lancement de ces programmes massivement, on vous répond, désolé, mais mon comité d'investissement communauté risque sait financer un barrage. Il sait financer un barrage qui verra le jour dans 10 ans. Mais financer des dizaines de milliers de kits répartis chez des particuliers, ça, c'est des choses... Voilà. Le message qui est derrière, les technologies existent. On parle de la croissance inclusive, on parle de la perception par la population des changements apportés par le numérique. Qu'attend-on pour faire de ces programmes? Bien sûr, d'énergie répartie, bien sûr qu'ils utilisent des nouvelles technologies, le cœur aussi, à côté des infrastructures. Ne me faites pas dire qu'il n'y a pas encore un grand besoin d'infrastructures en Afrique, mais qu'attend-on pour donner à cette nouvelle technologie, à ces infrastructures réparties, la place qui doit être la leur dans le développement, j'allais dire, des services aux populations. Je le dis avec beaucoup de conviction parce que, pour avoir fait le tour des bailleurs de fonds, sur des programmes très précis, aujourd'hui, le mindset qui est le nôtre, le mindset aussi, disons-le, des dirigeants, qui se sont projetés encore une fois dans n'est pas forcément, je n'ai pas forcément en faveur de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles façons d'avancer. Je vous ai donné deux exemples, l'agriculture, l'énergie. Je pourrais parler évidemment du e-gouvernement. Pour aller encore plus loin, je vois bien comment, dans le quotidien des populations, comment demander à des instituteurs qui prennent leur poste
de faire des dizaines et parfois même des centaines de kilomètres pour faire tamponner leur ordre de mission apparaît anachronique à l'heure des technologies du numérique et des efforts que ça peut représenter. Je vois bien l'intérêt pour des États, comme la Guinée, qui a décidé que la vignette automobile était collectée désormais via le paiement sur mobile, et comment les taux de recouvrement ont explosé dans le bon sens. Voilà une façon de faire rentrer des fonds dans des bonnes conditions sans frapper le secteur privé, sans fragiliser son développement. Nous pourrions passer la matinée à partager ensemble toutes ces expériences liées à la diffusion du numérique sur le continent africain. Donc le seul message qui doit être la nôtre, c'est comment organiser, structurer les choses pour qu'à tous les niveaux, nous passions à la vitesse supérieure, pour que, oui, nous réussissions la transformation numérique de l'Afrique, cette chance incroyable de ce continent en pleine croissance, de pouvoir rattraper un déficit souvent en infrastructure physique grâce aux technologies numériques. Ce doit être notre obsession. C'est ce que je voulais surtout partager avec vous, en m'excusant encore une fois du côté un peu décousu de mon propos et parfois de mon enthousiasme. Merci beaucoup. Merci.